Alors, c'était l'heure de la pause. On revient donc dans Regard croisé pour évoquer les 4 villageois qui ont été tués dans une attaque armée à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, une zone de plus en plus exposée à l'insécurité transfrontalière. Que sait-on de cette attaque et des réponses apportées par les autorités ivoiriennes? La question est pour vous, M. Kossi à côté. Que sait-on des circonstances entourant l'attaque? Non, c'est vrai que les bandits anti-urbanais ont encore frappé en Côte d'Ivoire. 4 vies humaines ont été décimées, effacées de la terre, passées de vie à trépas par cette barbarie organisée par Sarkozy et l'OTAN. Et vous que pensez? personne... Ben oui, si. Kadhafi ne serait pas tué, le régime de Kadhafi ne serait pas renversé, et les armes ne seraient pas être larguées dans le désert. Alors là, vous amenez le débat très loin. Mais si, non, questionnons l'histoire. Quand l'OTAN et Sarkozy ont demandé à ce que la France, les États-Unis, l'Angleterre, larguent dans le désert des armes sophistiquées en quantité avec des munitions, elles doivent être récupérées. Elles sont récupérées par ces bandits anti-urbanais qui aujourd'hui continuent par bénéficier du soutien militaire et financier de l'Occident. Voilà, ce qu'ils oublient, c'est que si les pays sahéliens tombent, mais c'est l'Occident qui sera envahi. Bien sûr, les Occidentaux oublient une chose. Aujourd'hui, on n'a encore rien vu. La Méditerranée va devenir comme au temps des Israéliens. Entre-temps, Dieu va ouvrir la Méditerranée pour que les Sahéliens et tous les Africains du sud du Sahara puissent passer la mer à pied pour rentrer dans l'Occident. C'est comme ça la réalité. Donc, l'Occident a intérêt à aller faire des services après-vente en Libye pour sécuriser et faire revenir l'ordre en Libye et aussi travailler avec les pays sahéliens pour que ceux qu'eux-mêmes ils ont élevés, ceux qu'eux-mêmes ils ont formés et à qui ils ont fourni des armes, qu'ils combattent ces personnes-là, qu'ils coupent alors leur ravitaillement en armes, en munitions et en argent pour que ensemble avec les pays au sud du Sahara, ils puissent mettre fin au terrorisme. Sinon, aujourd'hui, le terrorisme va se transporter en Occident avec un flux migratoire pas possible. Alors, ce sont ces bandits anti-urbanais qui, ont tué de paisibles citoyens ivoiriens. Et il y a eu 4. Il y a même une femme grièvement brûlée, actuellement prise en charge par les services médicaux. Alors, quand c'est comme ça, ça touche. Maintenant, je voudrais aussi rappeler une chose aux pays sahéliens. Ils sont dans la bande ouest africaine. Alors, qu'ils acceptent de collaborer avec les autres pays avec qui ils partagent leurs frontières pour ne serait-ce que sécuriser les points poreux. Vous savez que nos frontières sont poreuses. Il va falloir qu'ils travaillent main dans la main avec les forces de défense et de sécurité des pays voisins pour qu'ils puissent sécuriser leurs frontières. Cela leur procurera la paix et procurera aussi la paix aux pays voisins. Sans ça, le terrorisme ne finira pas. C'est-à-dire que aussi longtemps que les bandits anti-urbanais vont trouver des poches au niveau des frontières, vous savez que les frontières dans nos pays ouest africains ne sont pas totalement contrôlées. Parfois même, c'est la forêt. C'est la forêt ou c'est les fleuves. Voilà. Et donc, il faut nécessairement travailler de sorte que de ce côté et de l'autre, on puisse alors traquer le terrorisme et l'effacer sur la terre pour que nous puissions avoir la paix. Sans collaboration entre nos armées, on ne peut pas venir facilement à bout de cette bandit anti-urbanée, qui sont d'ailleurs financés par l'Occident, soutenus et armés. Et parfois même, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ces terroristes, avant, disposaient des armes sophistiquées que nos propres armées. C'est maintenant toutes les armées de la sous-région s'équipent, et avec les pays sahéliens en tête, ils s'équipent, ils ont l'armement qu'il faut pour alors aller traquer le terrorisme dans son dernier retranchement. Alors, je voudrais demander aux pays sahéliens de collaborer avec les pays qui sont en bordure de mer pour pouvoir venir à bout de ces bandits anti-urbanés pour que la paix puisse régner. Alors, pasteur Dokomi, votre réaction par rapport à cette attaque? Non, je ne peux que
je ne peux qu'exprimer ma désolation, ma tristesse par rapport à ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a eu des morts en Afrique à travers les actions des djihadistes ou des terroristes, on ne peut qu'exprimer, on ne peut qu'être désolé. On ne peut que s'attrister. Bon, c'est vrai que le communiqué son indignation et sa consternation. C'est vrai qu'il n'y a pas de communiqué qui puisse situer vraiment les responsabilités sur de les groupes armés. Les auteurs de ces attaques ne sont pas encore identifiés. Je dis, dès qu'il y a une attaque de ce genre, on connaît le mode opératoire. Le mode opératoire des terroristes, de toutes les façons, c'est des criminels. Vous ne pensez pas que ce soit peut-être un conflit intercommunautaire? Oui, souvent, je crois que même on évoque aussi des conflits communautaires entre les communautés. Ça pourrait être des règlements de compte entre les communautés. Mais je crois que l'expertise, c'est-à-dire la manière dont les choses sont passées, les conflits entre les communautés ne vont pas aller jusqu'à ce niveau, selon le communiqué. Bon, donc on estime que c'est des bandes criminelles, ça peut être des bandes criminelles, mais on ne peut pas, entre eux et les terroristes, le mode opératoire c'est le même. Ils utilisent les armes, ils égorgent les gens, ils incendient le bétail, et puis bon, ils égorgent les gens. Donc c'est pratiquement le même mode opératoire. Et entre la frontière avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, vous savez, il y a longtemps, depuis 2021, on n'a plus ces genres d'actes au niveau de la Côte d'Ivoire, de cette bande-là. On se rappelle que la Côte d'Ivoire a été frappée pour la première fois, je crois que c'est en mars 2016, dans le Grand Bassam. Le Grand Bassam, on se rappelle, il y a eu encore d'autres actes crapuleux de ce genre. Oui, en 2020, avec 14 soldats tués. 14 soldats qui ont été tués. Bon, donc, c'est dire que toute la zone, le Burkina Faso partage, je crois que 600 km avec la frontière, de frontière avec la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, quand c'est comme ça sonne aussi que le terrorisme continue d'étendre ses ramifications vers la côte, la côte ouest africaine. Et donc c'est gênant. Vous vous rappelez, le Bénin aussi est toujours attaqué, souvent attaqué. Et donc est-ce qu'aujourd'hui, avec les relations quelque peu tendues entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, est-ce que ces genres d'attaques ne viennent pas à remettre en question ou encore avoir une influence sur ces relations? Les tensions, les relations tendues qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et les pays du Sahel, je crois que ces tensions vont être encore ravivées. Mais est-ce que on ne dirait pas que les gens, est-ce qu'ils sont venus du Burkina Faso pour le faire, ou bien ils sont sur le territoire? Ils sont sur le territoire ivoirien, comme il a dit tout à l'heure. Vous savez, nos frontières sont tellement poreuses. Vous savez, ces frontières, on les a héritées des colons qui ont juste partagé l'Afrique selon leur gré. Et donc aujourd'hui, on en souffre terriblement. On en souffre tellement que les ethnies sont entremêlées. Certains des ethnies sont de l'autre côté, oui, d'autres dans un autre pays. Et ça ne facilite pas le vivre aussi ensemble parce qu'il y a des difficultés. Et donc aujourd'hui, une attaque aussi de ce genre en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est dans une période même électorale. Donc en octobre prochain, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Dans ce genre de situation, je pense fondamentalement que les armées de nos pays doivent être équipées. Et tout à l'heure, en même temps, mon collègue tout à l'heure parlait d'équipement. Aujourd'hui, les pays du Sahel sont vraiment équipés. Ça, c'est grâce à la coopération avec la Russie. Et donc, ils ont décidé de revoir autrement de diversifier. La diversification de leur partenariat, donc, a donné ses produits aujourd'hui, parce que à l'époque où il y avait le terrorisme, était là avec des armes sophistiquées, puisque les armées régulières, ça c'était avec les partenaires traditionnels, y compris la France. À l'époque, quand vous suivez les témoignages, il était difficile qu'on vous donne les armes. Mais le capitaine Ibrahim Traoré aurait même dit qu'à l'époque, mais vous allez échanger même les armes. Vous prenez, vous louez. C'est comme si on loue les armes, vous utilisez et puis vous remettez aux gens. Donc, il n'y avait pas cette facilité de les doter
d'équipements, d'armées sophistiquées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça, il faut saluer quand même cette coopération qui porte quand même de fruits sur le terrain. Je crois que les pays sahéliens n'ont pas refusé de coopérer avec la Côte d'Ivoire. N'ont pas refusé de coopérer avec la Côte d'Ivoire. Parce que ces pays-là ont été victimes, ont commencé par être victimes depuis 2010, depuis 2010, des attaques terroristes. Et donc, du coup, il y avait la CEDEAO. Et puisqu'ils étaient membres de la CEDEAO, aujourd'hui, ils ne le sont pas, ils étaient membres de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour leur permettre de pouvoir venir à bout de lutter contre le terrorisme? Il n'y avait pas grand-chose. Donc, je crois quand même que les pays de l'AES sont toujours disposés à coopérer. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est d'accord? La Côte d'Ivoire est d'accord, c'est ça. En même temps, la Côte d'Ivoire peut justement coopérer avec le Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas le climat de la relation qu'ils ont qui fait qu'aujourd'hui, les frontières ont des problèmes? Qu'est-ce qui est à l'origine des tensions? Qu'est-ce qui est à l'origine des rivalités aujourd'hui? C'est le fait qu'on soupçonne Alassane Ouattara d'être tout proche de la France que les pays sahéliens sont en train de goûter de leur territoire. Donc Alassane Ouattara joue le rôle, entre parenthèses, de ce préfet-là de la France dans les pays, dans l'espace francophone ou bien de la CEDEAO. Je crois que c'est ce rôle-là que les autres lui reprocheraient. Et du coup, aujourd'hui, il n'est pas facile que ces pays coopèrent. Alors que dans une attaque de ce genre, il faut la coopération entre les armées des pays. Pour pouvoir, parce qu'on a dit, les forces armées ivoiriennes ont déployé le matériel pour aller à la recherche de ces auteurs, de ces criminels, mais ils n'ont pas pu. Et s'il y avait une coopération avec le Burkina, ça aurait pu être facile. Et dans des cas comme ça, c'est la coopération entre les armées qui permet de pouvoir éliminer les criminels ou les auteurs de ces actes. Bon, donc aujourd'hui, on est obligé, les pays sont obligés de collaborer, mais il va falloir quand même qu'il y ait la bonne volonté des deux côtés. Alassane Ouattara, c'est lui le père, en fait, c'est lui le père de la zone là, parce qu'il est le plus âgé et il a longtemps duré au pouvoir, donc il est en train de solliciter son 4e mandat. Donc je crois que c'est lui qui doit jouer un rôle pacifique dans la zone. Mais je crois que les jeunes aujourd'hui ne le voient pas en train de jouer ce rôle, le voient plutôt comme à la source de la déstabilisation de leur pays. Et ça, c'est ça qui crée d'ailleurs les tensions et les soupçons. Et vous vous rappelez même de l'assassinat de cet influenceur burkinabé en Côte d'Ivoire. Alino Faso, vous savez, vous voyez comment ça a créé encore de tensions. Heureusement que son corps est rentré, est rapatrié au Burkina Faso. Donc, c'est-à-dire que dans des cas comme ça, ça va être très compliqué que la zone là soit sécurisée, la zone là soit pacifiée, parce que entre les deux pays, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le courant. Alors, est-ce que justement ce n'est pas une telle atrocité ne lance pas un appel aux deux pays pour pouvoir revoir leur relation? C'est là où je me porte en faux contre ce que le pasteur vient de dire. Si le Mali, le Burkina et le Niger ont le plein droit, en fonction de leur souveraineté, de traiter avec la Russie, la Côte d'Ivoire, avec son président, peuvent traiter aussi avec la France. Tout pays a son besoin. Alors, jusque-là, c'est-à-dire qu'on ne doit pas imposer alors à un pays la ligne à suivre en matière de coopération militaire. Maintenant, est-ce qu'une fois, fiabilité. Je voudrais vous dire, est-ce qu'il y a une fois, il est noté que, voilà, Alassane Ouattara a demandé aux armées ivoiriennes de s'en prendre à un pays de l'AES? Non, jamais. Non, jamais. Donnez-moi les preuves de ce qu'une fois, Alassane Ouattara et les 49, tu te rappelles des 49 soldats ivoiriens? Mais est-ce que, vous savez, tout ça, nous savons que c'était une fausseté. Le Mali a menti. Le Mali a menti. Il n'y a jamais eu... Non, écoutez, il n'y a jamais eu 49 soldats ivoiriens envoyé pour déstabiliser le Mali. Ça, c'était un truc, c'était une fausseté, une affaire grotesque, un montage grotesque qui n'a pas de sens. Oui, sur un plateau, on peut le dire, on doit le dire, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité, il n'y a jamais eu. On va rester dans le cadre du voilà, sujet. Donc moi j'ai dit,
on ne peut pas dicter à un pays souverain alors la ligne à suivre en matière de coopération militaire. Ils sont libres de traiter avec la Russie. Les autres pays aussi sont libres de traiter avec le pays qu'ils veulent. Maintenant, pourquoi vouloir imposer aux autres pays africains de traiter en matière militaire avec la Russie? Non. Tu comprends rien du tout. Si c'est ça, c'est ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas saisi ma question parce que moi je m'interroge aujourd'hui sur le fait que cette atrocité puisse lancer un appel aux relations entre la Côte d'Ivoire et je l'ai dit tantôt ici qu'il faudrait nécessairement que les pays de l'AES traitent avec les pays qui sont alors sur le littoral pour que voilà ils puissent bouter, ils puissent mettre hors d'état de nuire les terroristes. Mais ils sont en relation avec tous les pays. S'ils ne le font pas, les terroristes auront de beaux jours devant eux. Il faudrait que nécessairement ils traitent avec les forces armées, les forces de défense et de sécurité des pays qui partagent alors le long de l'océan Atlantique pour que voilà ils puissent mettre fin aux activités des terroristes. Mais s'ils refusent, vous savez, aucun pays ne veut éradiquer le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Tous les pays, même ceux qui sont au littoral, veulent éradiquer le terrorisme. Alors, si les pays sahéliens, eux aussi, alors, par leur armée, voilà, s'ils peuvent mettre leurs armées aux côtés des armées des pays qui partagent le long de l'océan, je pense quand même que le terrorisme n'aura plus de beaux jours devant lui. Ils seront tous exterminés de la terre où ça, ils vont rendre les armes et la paix va revenir. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau des pays sahéliens qui ne veulent pas collaborer avec ceux qui sont le long. Vous pensez pourquoi vous dites ça? Non, il ne faut pas collaborer. Toutes les initiatives prises par la CEDEAO, prises par les pays individuellement pour traiter avec les pays de l'AES ne prospèrent jamais. Parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas comme partenaire militaire la Russie. C'est ça. C'est ça la réalité. L'initiative d'Accra, est-ce que ça a prospéré? Non. Toutes les initiatives que la CEDEAO voudrait mettre en place pour que voilà, tous les pays de l'Afrique de l'Est puissent combattre le terrorisme ensemble, ça n'a jamais prospéré. Il y a eu de sommet en sommet qui ne prospèrent jamais. Mais vous êtes d'accord qu'aujourd'hui les pays de l'AES font des avancées significatives contre le terrorisme? Mais oui, sur leur territoire, d'accord. Et sur la frontière des pays qui ont en partage la mer, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'en font rien. Ce n'est pas du mensonge, mais c'est des réalités. Non, c'est plutôt vous qui ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont. Les pays de l'AES ne veulent pas collaborer avec les pays qui ont en partage alors la face de l'océan. Ils ne veulent pas. Parce que pour eux, il va falloir que ces pays-là adoptent les mêmes principes qu'eux. Or, tout pays est souverain. Voilà, tout pays est souverain. C'est pas qui vous dit la vérité. Tous les pays sont souverains et ils ont la liberté de collaborer avec qui ils veulent comme partenaire militaire. On ne peut pas leur imposer ça. Vous comprenez? Alors, tous les pays de l'Afrique de l'Est qui en partagent la mer ne peuvent pas commencer par alors rompre leur partenariat avec leurs anciens partenaires financiers ou militaires pour faire plaisir alors aux gens de l'AES. Non, si eux ils pensent que pour être souverains, de faire plaisir aux pays de l'AES. Mais oui, c'est ce qu'ils veulent leur imposer. On n'impose pas. Ce n'est pas un dictat. Tout pays est souverain. Tout pays peut décider alors de la manière dont il pense alors agir sur le plan sécurité et défense de son territoire. Alors, moi je dis, si les gens de l'AES ont librement choisi de collaborer avec la Russie, les autres aussi ont la liberté et cette même souveraineté de choisir un autre partenaire militaire. Mais on peut toujours collaborer ensemble. Sans déstabiliser dans la CEDEAO, je ne pense pas que dans la CEDEAO, il est mis dans une charte de la CEDEAO que un pays peut attaquer l'autre. Non. Maintenant, c'est pourquoi les pays de l'AES ou les dirigeants des pays de l'AES se sont fâchés. Aujourd'hui, je vous dis, si quelqu'un fait un coup d'État à Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou le général Tiani, les mêmes règles que la CEDEAO a imposées à eux-mêmes aujourd'hui, ce sera... Même s'ils ne sont pas membres de la CEDEAO, les mêmes règles seront imposées. Parce que, vous savez, la CEDEAO cherche la stabilité. La CEDEAO cherche la stabilité. C'est pourquoi la CEDEAO dit il n'est plus question qu'on prenne les armes pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, il faut créer un parti politique et
gagner dans les urnes, mais ne pas prendre le pouvoir par les armes. La preuve est là aujourd'hui. Est-ce que les dirigeants de l'AES même, est-ce que, tels qu'ils ont pensé que le pouvoir était facile à gérer, est-ce que eux-mêmes aujourd'hui, c'est une patate chaude qui est dans leurs mains. Alors, ils ne l'ont pas facilement. Vous pensez qu'ils ne sont pas dans une bonne gestion? Mais pas bonne gestion, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que l'affaire n'est pas facile, comme ils l'ont passé. Alors, vous n'allez pas dire qu'ils pensaient que ça allait être mais facile. ils ont pensé que c'était facile, Non, qu'ils pouvaient dérouler leur plan. C'est toujours un défi de gouverner. On va laisser la parole à Pasteur et de Commune pour une dernière réaction. Il faut refaire les faits. Il faut refaire les faits, c'est-à-dire il faut placer les faits dans le contexte. Je suis désolé que pendant longtemps, les pays, aujourd'hui, les pays de l'AES avaient collaboré, avaient coopéré avec la France dans le cadre d'éliminer, dans le cadre de lutter contre le terrorisme. Ça n'a rien donné. Les forces françaises étaient là, elles ont été obligées d'être chassées partout dans les trois pays. Les armées françaises ont failli. Les armées de l'ONU ont failli. Il a fallu que ces pays-là diversifient leur coopération militaire pour être équipés. Et donc, la CEDEAO n'avait pris aucune initiative. Depuis que ces pays étaient attaqués, il n'y avait pas d'initiative. Et justement, ces dirigeants aujourd'hui reprochent à la CEDEAO de ne pas leur venir en aide au secours quand ils ont des problèmes, quand ils sont en problème. Et c'est pourquoi l'agression, lors du coup d'État de 26 juillet 2023, 23 au Niger, le coup d'État a été fait. Il y avait une force d'attente qui devait aller agresser le Niger. Vous vous rappelez de cette histoire-là où les forces de la CEDEAO devaient aller prendre Ibrahim, comment on l'appelle, le président nigérien déchu pour pouvoir l'installer au pouvoir. Donc ça a été un problème. Et les pays de l'AE disaient, mais vous n'étiez pas capable de nous aider quand il y a les terroristes. Maintenant qu'un seul individu est renversé, vous mobilisez. Vous vous rappelez les réunions des chefs d'état-major à Accra au Nigeria, donc pour intervenir au Niger. Il n'y a pas eu ça. Et ce sont ces initiatives-là dont on me parle aujourd'hui. Il n'y avait rien. On a laissé ces pays-là à leur triste sort. Et c'est pourquoi justement ils ont choisi d'aller vers la Russie. Et ils n'imposent à aucun pays, de faire comme eux, c'est-à-dire en choisissant la Russie. Je crois que ça, c'est du mensonge. Ça n'a jamais été le cas. Ces trois pays continuent de collaborer quand même avec le Togo. Est-ce que le Togo est allé vers la Russie? Il coopère quand même avec les armées togolaises. Le Togo est allé vers la Russie. Non, je n'en sais rien. Non, il y a un communiqué officiel. Il y a un communiqué officiel dessus. Il y a un communiqué officiel dessus. Le Togo est toujours resté avec la France. Resté toujours. Oui, mais vous savez que... Alors, le Togo a choisi aussi de diversifier ses partenaires. Alors, on va observer la pause. Il y a le journal qui arrive. On n'aura pas assez de temps pour évoquer plus ce sujet, mais on reviendra tout à l'heure pour parler de la clôture du dépôt des candidatures en Côte d'Ivoire avant la présidentielle et terminer plus tard avec le Togo. Ne zappez pas, on revient juste après le journal.